Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous revenons sur l'épopée judiciaire autour du tableau L'homme assis d'Amedeo Modigliani, peint en 1918, un dossier qui a duré 17 ans. Et nous recevons dans l'émission Mélina Wollmann, qui est associée au sein du cabinet d'avocats Pinsent Mason, qui représente Mondex, l'entreprise spécialisée dans les recherches de provenance et qui a œuvré dans ce dossier de restitution. C'est parti pour Art et Marché. C'est presque la fin d'une longue épopée judiciaire. Après 17 ans de procédure, la Cour suprême de l'État de New York a ordonné le 3 avril 2026 la restitution de L'homme assis, une peinture réalisée en 1918 par Amedeo Modigliani. À Philippe Mastreacci, qui est agriculteur, qui a 80 ans, installé en Dordogne, alors que l'œuvre estimée environ 21,5 millions d'euros avait sa place jusqu'à présent dans les collections du milliardaire David Namad, qui vient tout juste de faire appel sur cette décision. Donc je suis ravie d'accueillir en plateau Mélina Wollmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associée au sein du cabinet d'avocats Pinsent Mason et vous représentez Mondex, donc l'entreprise spécialisée dans les recherches de provenance qui a agi sur ce dossier de restitution. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter la trajectoire de ce tableau de sa peinture 1918 jusqu'à aujourd'hui et qui est donc au cœur de cette procédure qui a duré depuis 17 ans? Bien sûr. Donc, il s'agit d'un tableau de Modigliani qui a été peint en 1918 et qui appartenait à un marchand d'art galeriste juif installé à Paris qui s'appelait Oskar Stettiner. Oskar Stettiner a prêté cette œuvre à la Biennale de Venise en 1930 et comme il était juif et comme beaucoup de familles juives françaises, il a été contraint de fuir Paris au moment de l'occupation et il a laissé ses biens derrière lui. Un administrateur provisoire a été nommé et s'est accaparé l'objet, l'a vendu à l'hôtel Drouot dans le cadre d'une enchère en 1944. Et puis, après-guerre, Oskar Stettiner a souhaité récupérer son tableau. Il a agi en justice, parce qu'il y avait une possibilité législative pour faire ça après la guerre. Il a obtenu une ordonnance du tribunal judiciaire de la Seine qui lui restituait son tableau, sauf que ce tableau n'a jamais été retrouvé de son vivant. Il est mort en 1948 et l'œuvre est réapparue sur le marché de l'art bien plus tard, en 1996, dans le cadre d'une vente aux enchères organisée à Londres. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur d'un tel procès? Parce que finalement, c'est beaucoup plus tard que ces échanges ont lieu. Alors, il y a plusieurs éléments déclencheurs dans ce genre de dossier. Là, il y a eu une vente en 2008 qui a été organisée par une maison de vente à New York. Et vous savez, dans les ventes aux enchères, on doit nécessairement indiquer une provenance précise de l'objet qu'on met en vente. Cette provenance, elle est très importante. Et là, dans le catalogue de cette vente, on pouvait voir la mention d'une vente anonyme entre 1940 et 1945. D'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle un red flag. C'est-à-dire que n'importe quel vendeur, n'importe quel acquéreur, n'importe quelle personne, spécialiste ou non du marché de l'art, lorsqu'elle voit une telle mention, elle doit s'interroger sur l'histoire de l'objet. Donc ça, c'est un premier élément déclencheur. Le deuxième élément déclencheur, excusez-moi, la société Mondex Corporation, donc, qui est une société spécialisée dans la recherche de provenance, a réussi à retrouver des éléments d'archives, des éléments dans les catalogues de vente et en croisant toutes les informations avec la Biennale, etc., a réussi à retracer le parcours de cette œuvre et à l'attribuer à Oskar Stettiner. Pourquoi est-ce que ce genre de procédure dure 17 ans? C'est énorme pour un procès autour d'une œuvre d'art. C'est effectivement très long. En l'occurrence, 17 ans, c'est la recherche de 80 ans d'histoire. Donc 80 ans d'histoire, ça signifie retrouver dans les différents services d'archives, aussi bien en France qu'à l'étranger, les éléments de provenance de l'œuvre d'art.
il faut aussi retracer toute l'histoire de la famille, parce qu'il y a l'histoire du tableau, mais en parallèle, il y a l'histoire de la famille. Et puis, dans notre dossier, on a un aspect international quand même qui est extrêmement fort, puisque la spoliation a eu lieu en France. Le tableau a fait l'objet d'une circulation au sein du marché de l'art. Et le marché de l'art, par définition, c'est un marché qui est un marché international. Donc, ça complique nécessairement un petit peu les choses. Et ce d'autant que une procédure américaine, c'est pas une procédure française. Une procédure américaine, c'est une procédure dans le cadre de laquelle il peut y avoir des interrogatoires. Il y a ce qu'on appelle la discovery, c'est-à-dire la production d'éléments de preuve totale. Il peut y avoir des nominations d'experts. Et en l'occurrence, il fallait aussi que les tribunaux américains se penchent sur des éléments de droit français, des décisions de justice françaises, des éléments d'archives françaises. Et donc tout ça fait que ça prend du temps. Oui, c'est ça, parce que le fait que ce soit un dossier à cheval entre la France et les États-Unis, ça complique énormément les choses. Ça complique pas les choses sur le fond du dossier. D'accord. Sur le fond du dossier, si vous parvenez à obtenir les éléments de preuve qui démontrent l'existence de la spoliation, qui démontrent la provenance de l'objet, le fait qu'on soit en France ou aux États-Unis ne devrait pas compliquer les choses. En revanche, ça complique les choses d'un point de vue procédural, parce que la procédure est différente et parce que, effectivement, les tribunaux sont amenés à se prononcer sur des éléments de droit français, et aussi parce que la famille concernée a besoin de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Et autant on peut expliquer assez facilement une procédure en France à un Français, autant expliquer une procédure américaine à un Français, c'est plus délicat. Voilà. Et puis, dans le cadre de ces restitutions, est-ce qu'il y a un cadre de loi international qui permet de faciliter ces dossiers? Parce qu'effectivement, les restitutions, c'est forcément cross-border, international. Est-ce qu'il y a des choses qui permettent de faciliter ça? Alors, tous les dossiers de restitution ont nécessairement un aspect de droit international, d'extranéité. Pourquoi? Parce que la spoliation, elle peut avoir lieu en France, elle peut avoir lieu en Allemagne, et ensuite l'objet a circulé sur le marché de l'art international. Donc il y a toujours un élément d'extranéité. Le défendeur peut être à l'étranger, le demandeur peut être à l'étranger également. Donc chaque dossier a une particularité. Est-ce qu'il y a des règles? Alors vous avez dans chaque juridiction un droit local qui est un droit applicable. Donc en France, par exemple, on va appliquer l'ordonnance de 1945. Aux États-Unis, il y a encore tout récemment le HERE Act qui vient d'être voté et qui permet d'obtenir une restitution plus facilement. En revanche, il y a un corpus de règles, de directives plutôt, internationales qu'on appelle la soft law, qui sont censées guider les administrations publiques, les tribunaux, les acteurs du marché de l'art, vendeurs, acquéreurs, pour faciliter les restitutions. Et la soft law, c'est ce qu'on appelle le droit mou. Oui. C'est pas contraignant, c'est ça. Mais en revanche, c'est une forme d'engagement moral qu'il faut respecter. Mais si c'est pas contraignant, ça a quand même un réel impact dans les prises de décision qui sont réalisées, comme ce dossier-là. La soft law a un vrai poids? Alors, la soft law, ça a un poids de manière générale, pas spécifiquement dans ce dossier-là, mais vraiment de manière générale, parce que en matière de spoliation, vous avez deux grands textes qui ont été adoptés. Enfin, il y en a d'autres, mais on a surtout les principes de Washington, qui ont été adoptés et ensuite complétés par ce qu'on appelle les best practices. Donc vous avez 44 États qui se sont engagés, dont la France et les États-Unis, pour respecter un ensemble d'engagements éthiques et moraux. Et dans ces engagements, vous avez notamment l'obligation de trouver une solution juste et équitable lorsqu'il y a une question de restitution sur un objet spolié qui se pose. Les acteurs du marché de l'art doivent aussi faciliter l'accès à leurs archives. Ils doivent adopter une démarche assez proactive dans la recherche et l'identification des objets qu'ils pourraient détenir et qui auraient été spoliés. Donc oui, ça a un impact. Et en France, encore tout récemment,
la Cour de cassation s'est fondée sur les principes de Washington pour rendre une décision dans l'affaire d'Orville, ce qui est réellement inédit et une première. Donc ça montre que la soft law, ça a de plus en plus d'influence. Ça veut dire que, donc, revenons juste sur cet aspect, sur l'affaire d'Orville, à quel point c'était vraiment un point important, en tout cas dans l'histoire du droit à la restitution, cette Très important, extrêmement important. C'est vraiment la première fois que la Cour de cassation se fonde sur de la soft law pour rendre un arrêt. Alors évidemment, la Cour de cassation ne s'est pas fondée uniquement sur de la soft law. Il y a beaucoup d'autres réglementations qui ont été appliquées dans cette affaire-là. Mais la soft law est citée. Et c'est extrêmement rare. Et dans ce cas de ce tableau sur Modigliani, sur le plan du droit, est-ce qu'il y a des enseignements, le procès n'est pas du coup, totalement clôturé, mais est-ce qu'il y a déjà eu des avancées ou des manières de traiter cette affaire avec les éléments qu'on a aujourd'hui, en 2026, qui ont évolué ? Alors des éléments qui ont évolué, oui, parce que le procès a duré 17 ans. Dans le cadre du suivi de ce procès, on a réussi à obtenir des nouveaux éléments de preuve. Alors c'est vrai que le temps qui passe, c'est un temps de souffrance immense pour les familles, mais en l'occurrence, dans cette affaire, c'est du temps qui a aussi permis de mettre en lumière certains éléments de preuve qui étaient assez décisifs. Donc le dossier a évolué plus de manière probatoire que de manière juridique. Et est-ce que le simple fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de restitution, de provenance, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus présent qu'il y a 20 ans, est-ce que ça a eu un impact ? Alors, c'est difficile pour moi de me prononcer puisque c'est une décision qui a été rendue aux États-Unis par un tribunal américain, mais je pense que l'impact est assez général et notamment, comme vous le savez, on a le HERE Act qui a été renouvelé aux États-Unis et qui permet d'obtenir des restitutions plus facilement en évinçant ce qu'on appelle les exceptions de procédure, c'est-à-dire les questions de prescription ou de qualité à agir ou de juridiction compétente. Donc c'est vrai que l'ère est plutôt positive pour les restitutions, mais on attend de voir quand même la suite avec cet appel qui a été initié. Bien sûr. Merci beaucoup, Mélina Wollmann. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet d'avocats Pearce & Mason. Merci d'avoir été avec nous pour nous expliquer toute cette affaire judiciaire. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.